Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous psycho pour un nouveau sujet consacré aux troubles de la personnalité limite, appelé aussi troubles borderline. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de poser mes questions à Audrey Platania, psychologue du développement, directrice clinique et pédagogique des centres Cogiteuse. Audrey Platania, bonjour. Bonjour Émilie. Merci d'être avec nous à nouveau aujourd'hui pour nous parler de cette personnalité complexe. Pouvez-vous tout d'abord nous expliquer rapidement ce qu'est la personnalité borderline? Alors la personnalité borderline, alors on l'appelle aussi état limite, cas limite, organisation borderline, hein, c'était comme vous venez de le dire, c'est un trouble qui est complexe avec des difficultés diagnostiques encore aujourd'hui, hein, on le verra certainement, mais il y a pas mal de diagnostics différentiels, enfin il peut être, confondu avec, pas mal d'autres troubles. Alors j'aime bien cette manière de le définir qui dit que la personnalité borderline, c'est être instable de manière stable. C'est vraiment ça. C'est vraiment des personnalités écorchées vives, en fait, qui sont, instables sur un peu toutes les dimensions de leur vie. C'est-à-dire, il y a à la fois une instabilité dans les émotions et dans l'humeur, hein, c'est un des critères vraiment forts. Ce sont des personnes qui peuvent passer de la joie à la tristesse, de la peur viscérale, à la réassurance. Enfin, il y a une vraie, dysrégulation émotionnelle. Il y a une instabilité beaucoup au niveau des relations, hein. C'est des personnes qui investissent en fait la relation à l'autre d'une manière, intense, mais intense dans tous les sens. Donc on passe de l'idéalisation, de l'adoration à une personne à, d'un coup, pour un détail ou pour, une petite chose perçue, on la déteste, on a une rage par rapport à elle, donc il y a vraiment une instabilité relationnelle. Il y a une instabilité aussi au niveau de la pensée, au niveau de la cognition, c'est-à-dire que ces personnes-là, vivent sans cesse une perte de sens, en fait, au niveau de la vie. Ils ont beaucoup de mal à ancrer des valeurs et des piliers de vie qui leur permettraient de garder une direction de manière, continue. Et puis une instabilité au niveau de l'image de soi aussi, hein, de passer de sentiments un peu mégalos, un peu tout puissants, à d'un coup se sentir le plus nul des nuls, hein, voilà, dans cette instabilité-là, et une instabilité aussi finalement au niveau du mode de vie, au niveau de leur comportement. Voilà, donc de manière rapide, on pourrait dire vraiment que ce sont des personnes instables de manière stable. Donc, effectivement, une grande complexité dans ce profil, soit tout, soit rien, l'amour, la haine, et cetera. Très compliqué, j'imagine, à vivre et puis aussi pour l'entourage. Et quels sont les signes qui permettent de les identifier? Alors, il y en a plusieurs évidemment. D'abord, on pourrait dire que ce qui les caractérise, c'est les angoisses. Ce sont des personnes qui vivent dans une insécurité permanente et qui sont, en prise à des angoisses très violentes et très profondes. Déjà, l'angoisse d'abandon, la perte de lien, l'angoisse de la solitude, ce sont des thématiques qui les envahissent énormément. Donc du coup, c'est vrai que ce sont des personnes qui sont en demande de preuves permanentes, de réassurance permanente parce qu'ils sont toujours dans la méfiance et dans la vigilance de cet abandon qu'ils ressentent de manière toujours imminente et toujours, obligatoire, absolue. Voilà. Mais c'est aussi des angoisses, vraiment relationnelles, d'intrusion et de confusion à l'autre. Le mot limite est important dans cette, définition. C'est vraiment un trouble des limites. Les limites, c'est ce qui nous rassure, c'est ce qui nous permet de nous poser, de trouver des repères, et donc c'est vraiment des personnalités aux contours flous, où cette absence de limite fait que la relation à l'autre va être soit trop collé parce que j'ai peur d'être abandonnée, mais si tu es trop près, j'ai peur que tu m'intrus, j'ai peur que tu m'étouffes, j'ai peur, voilà. Donc il y a toujours cette angoisse au niveau de la juste distance par rapport à l'autre, qui est un des signes vraiment très importants au niveau de la personnalité borderline. Après, comme je l'ai dit, il y a un vrai déficit de la régulation émotionnelle.
Donc, du coup, c'est des personnalités qui sont très impulsives dans leurs émotions. On peut dire qu'elles ressentent leurs émotions de manière brute, hein. D'ailleurs, il y a une vraie hypersensibilité chez ces personnes, dans le sens où elles n'arrivent pas à avoir les instruments. C'est vraiment une impossibilité, une incapacité à moduler leurs émotions par la pensée. Donc, du coup, l'émotion sort de manière impulsive, brutale, et ça donne lieu, hein, à des colères euh, plastique, hein, chez les personnalités borderline. C'est vraiment des personnes qui peuvent faire des crises de colère vraiment spectaculaires. Ouais, qu'on peut pas arrêter, quoi, qu'on n'arrive pas à raisonner. Ça... Voilà, voilà. Mais c'est important de comprendre que comme il y a un échec de modulation de l'émotion, ces personnes-là n'arrivent plus à penser. Dans ces moments-là, la pensée est court-circuitée. Donc, de fait, l'émotion sort de manière brutale et en effet, on n'arrive pas dans ces moments-là à les faire raisonner, à leur faire prendre du recul. Elles sont vraiment prises au piège de l'émotion. Voilà. Donc après, comme je l'ai dit, il y a des difficultés relationnelles, hein, évidemment, avec cette à la fois cette double investissement de la relation. Soit je t'adore, je t'idéalise, soit d'un coup je te parle plus, je ronds, tu es la pire personne au monde, etc. Une pensée, comme vous l'avez dit aussi, qui est très dichotomique, en noir ou blanc. Donc, c'est soit trop génial, soit vraiment la pire des choses. Des personnes qui développent aussi beaucoup de troubles du comportement, comme des addictions, la dépendance à la drogue, à l'alcool, des dépenses excessives, euh, des comportements de prise de risque aussi, à cause de cette impulsivité. Donc pas mal dans la sexualité aussi, avec des comportements qui peuvent être déviants ou en tout cas à risque, des troubles alimentaires qui peuvent être associés aussi, et puis oui, des comportements suicidaires qui sont aussi assez courantes chez ces personnes qui et c'est vraiment important de le dire, qui sont vraiment en grande souffrance. Enfin, la personnalité borderline, ou avoir des traits de personnalité borderline, c'est n'être jamais au repos. On est toujours en guerre à l'intérieur de soi. On n'est jamais posé. Tout est toujours instable. Le borderline est vraiment comme un funambule, toujours en risque de basculer d'un côté ou de l'autre, et garder son équilibre, ça lui demande une énergie considérable. Est-ce que l'on est comme ça, par exemple, est-ce qu'on connaît les origines de ce trouble? Alors, il y a pas mal d'études, hein, évidemment, qui sont faites sur ça. Ce qu'on remarque, aujourd'hui, c'est que, comme dans beaucoup de troubles de la personnalité, il semble y avoir une intrication entre des prédispositions un peu génétiques, en tout cas des prédispositions, biopsychologiques qui seraient héritées, et des événements de vie et un environnement, familial et éducatif particulier. Donc, il y aurait cette intrication-là. En tout cas, ce qu'on remarque, c'est que 2 tiers des personnalités borderline rapportent une enfance compliquée, avec pour la moitié des traumatismes qui sont vraiment avérés et de grande envergure, on va dire. Donc voilà, on sent qu'il y a cette double porte d'entrée, cette double fragilité, à la fois biologique, où on a un tempérament chez ces personnes-là plutôt impulsive, à tendance impulsive, et avec une hypersensibilité, une hyperréactivité émotionnelle dès le départ, qui est plus intense, et après un environnement éducatif où il y a des traumatismes, des carences, ou en tout cas des schémas défaillants, avec une insécurité, et peut-être on peut l'aborder un peu plus précisément, mais en fait, on rapproche beaucoup aujourd'hui le développement de la personnalité borderline avec un schéma d'attachement désorganisé. La théorie de l'attachement, en fait, ça crée des schémas d'être avec, des schémas relationnels. Ça se pétrit dans nos relations précoces à l'enfance, hein, et c'est vraiment cette double
possibilité d'être à la fois sécurisée dans ma base de sécurité, c'est-à-dire qu'avec mes relations Proche. proches, voilà, et suffisamment sécurisée pour pouvoir m'éloigner et pour pouvoir aller explorer le monde. Et ce type de personnalité-là aurait un attachement de type désorganisé, c'est-à-dire pas suffisamment rassurés dans leur base de sécurité et donc pas suffisamment rassurés pour s'en éloigner aussi. Donc finalement, toujours en insécurité, que je sois avec toi, collée à toi, tu m'angoisses, mais si je m'éloigne, ça m'angoisse aussi. Donc finalement, une insécurité qui est constamment au cœur de la personnalité de l'enfant. Dans les schémas d'interaction précoce, ce qui est amené aujourd'hui pour comprendre la personnalité borderline, c'est un comportement un peu excessif de la personne qui s'occupe de nous. Alors, il y aurait des alternances entre finalement des moments où on me surstimule, où on est trop présent, on est trop collé à moi, enfin, je suis le centre d'intérêt et on me stimule énormément, avec des moments où d'un coup tout disparaît et la personne en face de moi devient très absente, vide, froide, déconnectée. Vous voyez, une espèce d'alternance entre l'excès de stimulation et puis d'un coup une forme de personne qui se fige, qui se vide, souvent avec bien sûr des pathologies associées de dépression sévère ou d'angoisse sévère qui font que l'enfant est toujours pris entre ces deux extrêmes de extrêmement là, extrêmement présent, extrêmement absent. Et c'est cette discontinuité dans la relation à l'autre qui crée des trous et qui crée le fait qu'on n'est jamais pleinement sécurisé dans la relation. Soit trop, soit plus du tout. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, on sait aujourd'hui que ces schémas d'interaction précoce vont amener le développement de certaines zones au niveau du cerveau qui sont responsables de la régulation émotionnelle. La régulation émotionnelle, ce sont des zones qui se développent. C'est pas une chose qu'on donne à la naissance. C'est quelque chose qui mûrit, qui mature avec l'âge dans les relations. Et de fait, on voit bien qu'il y a une atrophie au niveau des zones corticales sur le plan préfrontal qui montre qu'il y a un déficit de régulation émotionnelle. Voilà. Et on a aussi pas mal d'études qui montrent qu'il y a des modalités de communication aussi qui sont particulièrement délétères pour le développement de ces zones-là. Notamment, on retrouve beaucoup dans les schémas familiaux des personnalités borderline des injonctions paradoxales. Vous savez, la communication à double contrainte où on brouille beaucoup les messages parce que le message non verbal va être complètement inversé par rapport au message verbal. Vous voyez? Donc, par exemple, ça peut être un enfant qui va pour faire un câlin alors à sa mère ou à son père, en tout cas la personne qui est là pour s'occuper de lui, et il sent la personne qui se réduit comme ça. Donc du coup, il va se détacher et au moment où il se détache, on lui dit: «Ah mais tu m'aimes plus?» Donc vous voyez, à la fois dans le comportement non verbal, on rejette l'enfant, mais dans le message, on lui dit que au contraire, on Ouais. voudrait qu'il vienne. Donc, il y a cette espèce de paradoxe, de double contrainte où l'enfant est piégé et où, en fait, ça brouille complètement Elle peut pas comprendre le message le et sens. Ça brouille la congruence entre l'émotion et le sens qu'on y met. Et, et si on en vient au traumatisme, beaucoup relèvent des vrais traumas, d'abus, d'agressions sexuelles, de maltraitance physique, où il y a aussi cette communication qui est complètement brouillée, où en même temps on va porter des comportements très maltraitants à l'enfant et lui dire que c'est pas grave et lui dire que non, non, il a pas mal. Vous voyez? Et c'est cette non-congruence entre la parole donnée, le sens qu'on met et ce que vit l'enfant dans ses émotions et dans son corps qui brouille complètement
les limites, les repères et qui crée cette personnalité constamment dans le brouillard. C'est très, très intéressant, effectivement, pour mieux comprendre cette instabilité et le problème de mettre un curseur quelque part. On a parlé donc de cette grande complexité, on a parlé d'abandon, d'addiction, de l'attachement. Avec quel est le diagnostic différentiel? Avec quel autre trouble est-il important de ne pas confondre en fait la personnalité borderline? Alors là, on la diagnostique mieux chez les femmes. On se posait la question si c'était même un trouble féminin. Il s'avère que certainement pas, mais en vrai, le comportement très, très violent, très impulsif, très colérique est quelque part presque mieux banalisé ou toléré chez l'homme, en fait. Donc, ça passerait plus inaperçu chez l'homme, mais on aurait finalement autant chez l'homme que chez la femme. Il y a une très grande variété de tableaux cliniques. C'est pour ça que c'est très compliqué. C'est qu'on peut pas dire toi t'es borderline, toi t'es pas borderline. Vous voyez, il y a des traits de personnalité, c'est-à-dire presque on a tous en nous quelque chose alors plus ou moins, c'est à nuancer, mais voilà, on peut par moment se reconnaître dans certains traits mais pas être pas s'identifier comme étant borderline. Donc il y a une grande variété et c'est difficile. C'est pour ça que c'est difficile de le diagnostiquer. C'est particulièrement compliqué de dissocier borderline et trouble bipolaire, hein, parce que la bipolarité, c'est justement aussi cette cyclotimie d'humeur entre des moments d'euphorie, d'excitation et des moments complètement down de dépression. Ce qui le différencie beaucoup, c'est que chez les borderline, on a souvent des événements associés à cette irrégularité au niveau de l'humeur, tandis que dans la bipolarité, c'est quelque chose qui est plus hormonal quelque part. Donc, on a moins de critères extérieurs qui viennent expliquer. La difficulté, elle va être aussi dans le TDAH. Le TDAH, c'est le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, où là, on a des personnalités qui sont aussi très impulsives et qui ont du mal à réguler leurs émotions. Mais là, l'origine, elle est plus neurodéveloppementale. C'est plus vraiment sur le plan neurologique que psychologique. Mais voilà, c'est parfois compliqué avec la dépression, bien sûr, Oui, c'est ce avec que j'allais dire. voilà, avec les personnalités dépressives, même que dans la personnalité dépressive, on a une espèce de chape de plomb qui est un peu constante et moins ces variations d'humeur. Le stress post-traumatique aussi peut être confondu avec la personnalité borderline, hein, parce que le stress post-traumatique, ça amène des vraies difficultés aussi de régulation émotionnelle, beaucoup, beaucoup d'angoisse, enfin, et des comportements qui peuvent être déviants pour tenter de faire avec. Voilà, donc c'est vrai que ce sont des tableaux. Et puis souvent, les choses s'intriquent. On n'est pas que borderline. Justement, on va parler à présent de comorbidité. Quels sont les troubles qui sont fréquemment associés au trouble borderline? Alors, on a une grande majorité, 96% à peu près, qui ont un trouble de l'humeur, forcément. Enfin, Forcément. Voilà. 70-75% un trouble anxieux. Après, on a pas mal d'addictions, de personnalités addictives, des troubles alimentaires, et puis des crises suicidaires aussi qui sont très présentes aussi. Voilà. Il y a donc un vrai danger. Quand consulter? Le plus vite possible. On va dire, le plus vite possible. En fait, ce qui va être difficile, c'est qu'il faut pas banaliser les comportements, ce type de comportement. Alors, souvent, le début, c'est à l'adolescence, hein, on le diagnostique pas avant, hein, donc c'est à l'entrée à l'adolescence que les premiers traits, les premiers mouvements peuvent arriver. Donc, c'est important de pas banaliser, de dire oui, c'est la crise d'adolescence, oui, oh ben, il est lunatique, voilà, on peut dire ça.
est lunatique, ou il est de mauvaise humeur, ou c'est pas son jour, voire même elle fait son cinéma. Donc il faut faire attention à ce type d'interprétation un peu rapide qu'on peut avoir, alors que derrière il y a toujours une détresse. Le comportement très excessif de ces personnes-là peuvent amener vraiment l'entourage à comment dire, à pas prendre au sérieux la réalité de l'intensité de la souffrance intérieure de ces personnes, comme s'il y avait toujours un elle exagère, quoi, alors qu'en fait, C'est voilà, pas une volonté propre de nuire aussi, c'est ça? c'est ça, Dans les c'est ça. comportements excessifs où effectivement il y a beaucoup de colère, de rage, etc. Faut se dire que quand même derrière il y a une souffrance, même si c'est pas forcément évident pour la personne en face. Mais c'est pas une volonté de nuire à l'autre. C'est une souffrance qui est plate. C'est ça? C'est ça, c'est une vraie souffrance, c'est un vrai chaos intérieur avec c'est vraiment une crise identitaire. C'est comme une adolescence très intense qui se résout pas, en fait, la personnalité borderline. Donc du coup, on est constamment en crise identitaire. On sait pas ce qu'on fait dans la vie, pourquoi on vit, qu'est-ce qu'on fait là. On est en prise à des questionnements existentiels très forts. Qui sont voilà jamais à banaliser, et je trouve que c'est toujours intéressant de toute manière d'aller consulter pour à la fois interroger sa manière de faire avec ses émotions et sa manière de faire avec les questionnements existentiels, le qui je suis, le est-ce que je suis fou, est-ce que je suis normal, enfin c'est des questions qui reviennent beaucoup chez ces personnes-là, et qu'on soit borderline ou qu'on ait des traits borderline, ou que voilà, en tout cas d'aller questionner et de trouver des stratégies, c'est toujours important. Vous le dites, donc de trouver des stratégies. J'allais vous poser la question, est-ce que ça se soigne? Si oui, comment? Peut-être apprendre à faire avec, vous le disiez. Quels moyens on a aujourd'hui? Alors, et c'est un trouble qui n'est pas facile à prendre en charge. C'est peut-être le trouble qui est le plus difficile sur le plan thérapeutique, parce que le borderline, va questionner la relation à l'autre. Il est tout le temps insécurisé dans la relation à l'autre, et de fait, il est insécurisé dans la relation thérapeutique aussi. Pour un psychologue, c'est très périlleux, c'est très acrobatique d'accompagner une personnalité borderline, parce que vous passez du psy le plus génial du monde, où on vous idéalise et on vous dit waouh, mais c'est formidable, qu'est-ce que vous me comprenez, etc., à la moindre petite chose ou petite discordance, vous devenez, la relation se rompt complètement. Donc voilà, maintenir l'alliance thérapeutique, c'est quelque part ce qui va être le plus thérapeutique pour ces personnes-là, si vous arrivez à poser le cadre, la sécurité, la réassurance, devenir finalement cette base de sécurité qui est leur fond de défaut. Finalement, tout se joue beaucoup dans la relation avec son thérapeute. Après, évidemment, il y a ce qu'on fait à l'intérieur, mais vraiment, c'est le cadre et c'est la relation à l'autre qui va être le plus porteur d'évolution pour ces personnes-là. Voilà. Et quel type de professionnel doit-on consulter? Est-ce que c'est plutôt un psychologue, un psychiatre, les deux? Alors, souvent, c'est les deux. Un psychologue pour justement travailler cette relation et la régulation des émotions, et les pensées aussi, les cognitions, les schémas de pensée, mais également un psychiatre. Alors, on n'a pas de traitement type pour les C'est ce que borderline. j'allais vous demander. Voilà, en termes chimiques, on a des antidépresseurs, des anxiolytiques, on n'a pas des anti-borderline, ça n'existe pas. En fait, ça va être vraiment au cas par cas. Ça va être une prescription chimique un peu au menu, selon le tableau dans lequel vous vous présentez, si l'anxiété est majeure, si c'est plutôt la dépression, si c'est plutôt… Alors souvent, il va y avoir quand même des molécules pour réguler l'humeur, ça va être assez systématique. Mais il peut y avoir aussi des antipsychotiques, parce que le trouble borderline peut être tellement
poussée, enfin la crise émotionnelle et l'angoisse peut être tellement forte que peut y avoir des hallucinations, peut y avoir vraiment des idées délirantes chez le borderline avec des schémas de méfiance et de paranoïa qui ont besoin d'être apaisés par des antipsychotiques, en tout cas par des médicaments qui régulent mieux les neurotransmetteurs, quoi. Effectivement, c'est un jeu d'équilibre aussi avec le traitement, d'où l'importance d'aller voir vraiment un spécialiste qui saura peut-être même adapter les dosages avec ces différents médicaments. Existe-t-il aussi de bonnes habitudes à pratiquer au quotidien quand on souffre de ce trouble pour peut-être justement venir s'apaiser, mieux vivre en tous les cas ce trouble au quotidien? Oui, alors, déjà, il y a ce qu'on appelle la psychoéducation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on connaît un peu mieux, son trouble, on est moins, pris au piège, de ces automatismes, émotionnels et cognitifs, d'accord? Donc, de pouvoir petit à petit, apprendre que, c'est parce que mon cerveau a été façonné comme ça, c'est parce que je suis pétrie comme ça que je suis en prise d'eux. Alors, c'est pas évident parce que l'impulsivité, elle est tellement forte chez ces personnes-là qui vont être très vite embarquées de manière aveuglée dans leurs angoisses et dans leurs émotions. Mais voilà, déjà de savoir ce qui m'arrive, de comprendre ce qui m'arrive. Après, stabilité. Enfin, il y a tellement d'instabilité à l'intérieur d'eux-mêmes que d'essayer d'avoir un mode de vie le plus stable possible, c'est quelque chose qui est intéressant à essayer de construire, voilà. Et puis, ce qu'on voit, c'est que les bonnes évolutions se font beaucoup avec des bonnes rencontres. Voilà, rencontrer les bons thérapeutes, mais aussi au niveau amical, au niveau professionnel. Si j'ai des personnes en face de moi qui arrivent à m'apporter cette stabilité et qui réagissent de manière sécurisante face à mes crises, c'est ça qui amène le plus d'évolution positive, en fait. Donc des évolutions positives qui sont possibles quand on a recours justement à des professionnels, à des thérapies. Est-ce que les résultats sont rapides? Comment ça vient améliorer un petit peu la qualité de vie? Parce que c'est durable surtout. Alors, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Voilà, c'est vraiment cet apaisement et le fait de trouver des ancrages c'est quelque chose qui peut pas se faire rapidement. Mais avec un traitement, avec une alliance thérapeutique et un mode de vie plus stable et des repères affectifs plus stables, les choses peuvent vraiment s'apaiser et évoluer de manière positive dans le temps. Mais voilà, faut se dire: «C'est ma fragilité». Voilà, c'est ma fragilité et essayer le plus possible de dire que, cette dysrégulation émotionnelle, ces questionnements existentiels, tout ce qui m'amène dans ces angoisses-là, d'essayer de prendre du recul. Mais voilà, ça se fait, doucement et avec le temps et dans la relation à l'autre. Ouais, c'est important effectivement et puis de comprendre déjà, ça permet aussi j'imagine, de déculpabiliser parce que parfois même après coup, après une colère, on doit s'en vouloir malgré tout. Donc bien comprendre et savoir comment on fonctionne pour se mettre dans des bonnes conditions, dans un environnement favorable. Vous parliez tout à l'heure des proches, d'avoir un environnement proche stable et bienveillant. Et quels conseils peut-on donner aux proches justement qui sont en première ligne, si ça se dire? Heu, alors des c'est pas facile, d'être en relation avec une personne, d'aimer quelqu'un qui a ces traits de personnalité-là. Ça demande pas mal d'acrobatie. Ça demande déjà de pas s'emporter au même niveau émotionnel qu'eux, de pas sortir de ses gonds parce qu'il va y avoir une espèce de contamination émotionnelle, de contagion émotionnelle où la personne dégoupille sur le plan émotionnel. Il y a vraiment des situations gâchettes qui font que voilà. Donc d'en prendre conscience
C'est-à-dire que même si au premier abord, la personne est sympathique, agréable, adaptée, de savoir qu'il y a toujours cette hypersensibilité, cette hyperréactivité émotionnelle et qu'il va y avoir des situations gâchettes qui vont déclencher la crise émotionnelle. Donc, on est un peu sur des œufs et j'aime se dire que, voilà, toujours être vigilant à protéger un peu leurs émotions, à protéger un peu leur sensibilité et ne pas en réactivité, en miroir avec eux, surréagir. Hein, et renvoyer la balle dans la colère, dans la rage, voilà, parce que ça, c'est des situations qui ne font que crescendo et qui n'amènent aucune possibilité après d'évolution. Euh, Après, beaucoup d'empathie avec ces personnalités-là. Beaucoup d'empathie où on dénigre pas leurs émotions, justement. On dit pas: «Ouais, mais tu pas à réagir comme ça, c'est pas bien que tu réagisses comme ça», voilà, de jugement moral en c'est bien, c'est mal, mais plus dans l'empathie de: «Je comprends que tu puisses le vivre comme ça, j'entends que ça puisse te faire du mal», voilà, donc quelque chose qui est plus dans le dans l'empathie que dans le jugement. Euh, Ne pas chercher à les faire raisonner ou à les faire penser au moment de la crise, parce qu'en fait, ça ne sert à rien. Comme j'ai dit, c'est le cerveau, le préfrontal est vraiment court-circuité. Il fonctionne qu'avec leur système limbique, qu'avec leurs émotions. Donc, quand c'est à chaud comme ça, l'idée, c'est d'essayer au maximum de les contenir, de les réguler, mais pas de les faire réfléchir sur leur comportement ou mais tu te rends compte, regarde, réfléchis ce que tu es en train de faire. C'est pas possible en fait. Ils sont pas disponibles sur le plan cortical pour pouvoir penser. Donc, de privilégier ces moments de réflexion à froid, c'est-à-dire après la crise, de pouvoir penser avec eux sur ce qui s'est passé. Euh, voilà. Après, être plus dans le renforcement positif, évidemment, de plutôt encourager, de plutôt renforcer les moments où ils y arrivent mieux, les moments où le secteur est plus calme et de renvoyer du positif sur leur évolution plutôt que de pointer le négatif. Ces personnes, vous l'avez dit, mais se sentent souvent inacceptables, ont une image d'elles qui sont très abîmées, qui sont très fragiles, où elles se perçoivent comme inaimables, pas possible d'être aimées. Donc, c'est vraiment très important de les contenir, de devenir ce caregiver-là. La question suivante, c'est comment on encourage une personne que l'on pense, en tous les cas, borderline, à aller consulter. Est-ce qu'il y a des mots? Est-ce qu'il y a quelque chose? Pas pendant la crise, voilà. Ouais. Pas pendant la crise de rage ou la crise d'angoisse ou la crise de pleurs. Là, on est juste là, présent, disponible. C'est après qu'on peut encourager la personne à. Ce qui est important, c'est de pas partager son scepticisme thérapeutique, c'est-à-dire que de par l'insécurité relationnelle qu'elles ont, elles, comme je l'ai dit, soit elles vont idéaliser complètement le professionnel, soit d'un coup le détester. Donc essayer d'amener de la nuance, mais c'est tout ça qui va être vraiment important avec ces personnalités, c'est d'être dans la nuance et voilà. Donc c'est acrobatique parce que à la fois on peut leur dire va prendre un autre avis, oui tu as raison, va voir quelqu'un d'autre, et en même temps il faut garder en tête que ça va se reproduire avec l'autre professionnel parce que c'est justement ce qui l'interroge tout le temps, c'est la sécurité dans la relation à l'autre. Donc de pas tout le temps partager aussi ce scepticisme thérapeutique avec leur professionnel. Pas évident. Merci beaucoup, Audrey Padania, pour avoir partagé avec nous votre expertise sur le sujet. Évidemment, si vous pensez souffrir de ce trouble ou si vous ressentez de la détresse, que vous craignez pour votre sécurité, on l'a dit, puisqu'il y a quand même des risques aussi avec des tentatives de suicide. N'hésitez pas à vous rapprocher d'un professionnel, tout simplement, parce qu'ils vous aideront à trouver des solutions efficaces. Audrey Padania explique qu'il est tout à fait possible de mieux vivre, en tous les cas au quotidien, de se créer un environnement propice pour
retrouver, on va dire, du calme. Audrey Patania, comment peut-on vous consulter? Oui, alors moi je travaille au centre Cogiteuse, hein, qui est un réseau de psychologues et de neuropsychologues avec des approches thérapeutiques différentes. Donc vous pouvez aller directement sur le site internet, vous retrouverez l'ensemble des professionnels avec qui je travaille. Merci beaucoup. Toutes les informations, dans tous les cas, pour vous contacter dans le descriptif de cette vidéo. Et n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires si vous en avez, vos questions. On n'hésitera pas à revenir dans une prochaine vidéo pour y répondre. Un grand merci à nouveau. Merci à vous, Émilie. Merci pour tous ces sujets intéressants. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir.